On est dans un climat où il y a beaucoup plus de choses qui sortent. Donc je pense que tout le monde est peut-être un peu plus à cran. Les marques sont peut-être en train de se dire, est-ce que mon porte-parole, est-ce qu'il y a quelque chose qui va sortir? Est-ce qu'il se passe quelque chose? Je ne sais pas. Depuis quelques semaines, la liste des vedettes qui tombent de leur piédestal à cause de leur inconduite sexuelle n'arrête pas de s'allonger. Kevin Spacey, Steven Seagal, Louis C.K., au Québec, Gilbert Rozon et Éric Salvaille qui a immédiatement perdu ses ententes publicitaires avec Metro et McDonald's. Arnaud Granata, éditeur d'Infopresse, à votre avis, à une époque où tout se sait et se voit sur les réseaux sociaux, où on commence enfin à dénoncer abondamment l'abus, est-ce qu'on s'apprête à voir la fin du modèle vedette/porte-parole d'entreprise? Ben, la fin, je pense pas. Mais je crois que les marques sont en train de se rendre compte que ça peut vraiment déraper et déraper très vite. Et je pense que c'est vraiment ça, cette prise de conscience-là, ce qui s'est passé dans les dernières semaines, notamment avec Éric Salvaille, parce que ça a commencé comme ça. Les marques ont commencé à se rendre compte qu'il faut non seulement réagir extrêmement vite, et que les dommages peuvent être aussi extrêmement rapides sur la marque. J'ai l'impression que jusqu'à avant Éric Salvaille, on avait l'impression que c'était un problème étranger, l'association avec des artistes troublés. T'sais, on se rappelle que Pepsi a coupé les ponts avec Britney Spears à cause de la consommation d'alcool puis de drogue, que H&M a viré Kate Moss à cause de la cocaïne. Mais est-ce qu'on était prêt à vivre ça ici? Je pense que ça nous a... Non, on n'était pas prêt. Non. Je pense pas qu'on était prêt. Je pense qu'on n'était surtout pas prêt pour cette gravité-là. Je pense que quand on parle de consommation d'alcool, de drogue, oui, c'est grave. Mais là, il y a quelque chose d'extrêmement traumatisant dans découvrir que certains personnages publics qu'on aime, qui représentent des marques, qui représentent des réseaux de médias, on leur reproche ce genre de choses. Je pense que il y a quelque chose qui choque, surtout dans le contexte où on sort quand même, c'est un peu l'effet Harvey Weinstein, qui sur l'ensemble, on le voit, ça sort partout, pas juste au Québec, dans l'ensemble des pays du monde. C'est vraiment frappant et je pense que non, on ne s'attendait pas à ce que ça arrive ici. Puis à titre d'observateur du monde des communications, est-ce qu'on a bien géré cette première crise québécoise? Moi, j'étais très étonné de voir la rapidité avec laquelle les marques, les entreprises médiatiques ont réagi. Je pense que Éric Salvaille, l'article de la presse est sorti le matin. À 10h, il n'y avait plus d'émissions de radio. À midi, je pense que je n'ai plus les heures exactes, mais il n'y avait plus d'émissions de télé dans la journée. L'ensemble des marques se sont distancées dans la journée même. Habituellement, surtout quand il s'agit d'allégations, on a tendance à prendre ça avec un petit peu plus, à aller un petit peu plus doucement. Mais là, je pense qu'il y a vraiment ce qui s'est passé avec Harvey Weinstein aux États-Unis. J'ai la sensation que les marques se sont dit il faut réagir vite parce que on peut être associé extrêmement rapidement à ce phénomène-là et là, ça peut être très dommageable. À votre avis, est-ce qu'en ce moment, on a créé un précédent? Est-ce que les entreprises québécoises sont plus frileuses quand vient le temps de faire confiance à une vedette? Je pense qu'on va notamment faire attention à qui on donne du pouvoir, en fait. Je pense que c'est ça aussi. Être porte-parole d'une marque, c'est aussi avoir une grosse visibilité. Alors oui, une marque va aller chercher quelqu'un parce que c'est une vedette, mais on s'entend qu'elle va lui donner encore plus de visibilité. Absolument. Donc, je crois que les marques vont forcément se poser 2 fois la question avant d'engager quelqu'un. Surtout en ce moment, j'ai l'impression qu'on est dans une phase assez frileuse où les marques font très attention à ce qu'elles disent. On est dans un milieu économique où la concurrence est de plus en plus rude, la publicité aussi, il y en a de plus en plus. On est bombardé d'images, il faut savoir ressortir du lot, on peut être pointé du doigt très rapidement. Donc les marques, je crois, font doublement attention et prennent peut-être parfois un peu moins de risques. Donc elles vont se poser plus de questions définitivement. Mais véritablement, quand on parle d'association avec des vedettes, est-ce qu'il y a plus de risques qu'avant? Je ne pense pas qu'il y ait plus de risques qu'avant. Je pense qu'en ce moment, par rapport à ce qui se passe, à ces allégations d'inconduite sexuelle ou de viol, parce que des fois ça va jusque-là, on est dans un climat où il y a beaucoup plus de choses qui sortent. Donc je pense que tout le monde est peut-être un peu plus à cran. Les marques sont peut-être en train de se dire, est-ce que mon porte-parole, est-ce qu'il y a quelque chose qui va sortir? Est-ce qu'il se passe quelque chose? Je ne sais pas. Est-ce que contractuellement, on peut faire quoi que ce soit pour contrôler le comportement d'un porte-parole? Oui, il y a des contrats. Dans les contrats, c'est sûr qu'il y a des clauses qui permettent de se retirer. S'il y a consommation de drogue, s'il y a des scandales qui éclatent dans les médias, c'est sûr que la marque a toujours la possibilité de se retirer. Mais c'est très dur de prévenir d'avance certaines
certains comportements. Mais par contre, les contrats sont très clairs. D'ailleurs, on l'a vu, c'est le cas au Québec, mais c'est le cas aussi ailleurs dans le monde. À partir du moment où une marque veut se séparer d'un porte-parole, c'est très simple. Mais le problème, c'est d'éviter d'être associé à une célébrité, de s'y associer trop vite. Dans le cas de Britney Spears ou de Kate Moss, on pouvait se douter. On pouvait un peu se douter. Donc, si une marque prend cette décision-là, malgré tout ce qu'elle peut savoir, libre à elle d'en assumer les conséquences. Qu'est-ce qu'on risque de voir dans le futur en termes d'association entre vedettes, influenceurs et marques? Je pense que déjà les marques aujourd'hui demandent aux gens qu'elles engagent pour représenter leurs entreprises que ces personnes reflètent les valeurs de l'entreprise. Okay. Ça, on entend de plus en plus parler de ça, des valeurs de marque. Et donc, on va choisir les porte-paroles pour ça. Plus juste parce que ce sont des gens connus, mais parce que ce sont aussi des gens qui ont un petit peu le même ADN que la marque. Donc, les influenceurs, c'est pour ça que les influenceurs sont super populaires, parce qu'ils sont proches des gens, parce que les marques veulent être proches des gens, parce qu'on veut humaniser, parce qu'on va avoir un discours dans l'émotion plutôt que dans les faits. Donc, on se retourne vers des jeunes, sur des youtubeurs par exemple, qui ont un gros capital de sympathie, qui ont une faculté de répondre très rapidement avec leur auditoire, leurs fans. Et ça plaît aux marques. Et on le voit aux États-Unis, le clan Kardashian a complètement changé la façon dont les marques. Pourquoi? Parce que ce soit Kendall Jenner ou toute la famille en fait, sont devenus des liens, une façon de transmettre des informations à une clientèle cible, à un groupe donné. Et ça, pour les marques, c'est ultra précieux. Devant un type de maquillage, devant un type de maquillage, une gaine. Exactement. Puis de pouvoir engager un dialogue avec les gens. Ça, les marques adorent ça. Et représenter un certain type des valeurs, une façon de vivre, etc. Puis ça, les marques vont l'acheter de plus en plus. Donc, on s'éloigne de la vedette des médias traditionnels. Ouais, je pense que oui. Puis on voit les compagnies de beauté, par exemple, les L'Oréal de ce monde, qui font affaire avec des jeunes influenceurs et qui engagent plus juste des mannequins parce qu'elles sont connues ou qu'elles sont belles, mais parce qu'elles ont aussi une fanbase incroyable et qu'elles sont capables d'engager un vrai dialogue sur les médias sociaux. Des conseils pour terminer à donner à l'influenceur qui rêve de devenir le nouveau chouchou des marques? Je pense que c'est déjà de ne pas se dénaturer, de rester ce qu'ils sont. Les influenceurs qui arrivent à très bien fonctionner, c'est ceux qui bâtissent un auditoire, qui gardent leur crédibilité aussi par rapport à cet auditoire-là. Donc c'est faire attention aux marques avec qui on s'associe, de ne pas faire n'importe quoi, de représenter des marques qu'on a envie de consommer dans la vie de tous les jours. Je sais pas... Si on fait la promotion du gâteau McCain et qu'on prône... On en a vu un peu de promotion de gâteau McCain donc, dernièrement. Si on fait la promotion de ce gâteau-là et qu'on n'a aucun intérêt à le consommer dans la vie de tous les jours, ou qu'on fait juste dénoncer le sucre, le ci, le ça, c'est sûr que ça ne fonctionne pas du tout. Ouais. C'est aussi ne pas se trahir. Et ça, je pense que c'est bon à la fois pour l'influenceur, pour le respect de sa communauté, et c'est bon aussi pour la marque. Donc, je pense que c'est ça. Le principal conseil, ça serait de rester soi-même. Ça et ne pas agresser sexuellement les gens, j'imagine? Oui, ça c'est... Ouais. Et ça commencerait par là. On commencerait par là, en fait. Hein? Parfait! Voilà un bon point de départ pour les influenceurs ou pas, je dirais. Ouais. Merci beaucoup, Arnaud Granata, pour ce regard sur les changements de notre milieu marketing.